Eh bien, bonjour Marine, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Potentiel. Un grand merci à toi d'être là. Bah, merci Elodie de l'invitation, je suis ravie aussi. Et comme je te disais effectivement en off et puis quand je t'ai contacté, euh, tu vas nous parler d'un sujet hyper important qui m'est souvent, souvent demandé. Et pour ça, eh bien, laisse-moi la possibilité de te présenter à nos éditeurs. Si jamais je me trompe ou que j'oublie quelque chose, n'hésite pas à préciser. OK? OK. Alors, voilà. Marine, tu es psychologue clinicienne. Tu es spécialisée donc dans l'accompagnement de l'enfant, dans la parentalité, avec, j'ai envie de dire, une casquette plutôt aussi sur les émotions, notamment. Donc, tout ce qui est accompagnement des émotions, et ça va être le grand sujet qu'on va nous demander à chaque fois, je suis sûre. Tu utilises de nombreux outils. D'ailleurs, tu manques pas, je trouve, de créativité pour juste créer en plus de nouveaux outils pour les parents. Il y a des bases de psychologie positive et de techniques psychocorporelles, ce que je trouve hyper intéressant parce que lorsque on parle d'atypie, on parle souvent d'enfants qui sont parfois un peu déconnectés de leur corps et on aura l'occasion d'en parler. Tu as écrit un livre qui est super, c'est Mon enfant est anxieux, stress, peur, explosion émotionnelle, le guide pour aider votre enfant, où tu parles des différentes formes d'anxiété. On en parlera toi et moi parce qu'il y a différentes manières de voir l'anxiété et de l'accompagner avec des outils pour les émotions, pour apprendre les enfants à se détendre, à s'apaiser. Je mettrai bien sûr le lien de ce superbe livre en barre d'infos. Mais tu proposes également plein d'autres outils, comme j'ai vu, notamment un atelier, et ça je ne savais pas, j'ai découvert en faisant mes recherches, figure-toi, un atelier de formation sur le TDAH. Donc, ça sera l'occasion aussi d'en parler parce que je pense que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs. Et j'ai vu que tu avais collaboré avec Elodie, qui est coach sur Maman se réoriente. Et je me dis que ça peut être toujours l'occasion aussi de parler de ce très beau programme, très beau projet que vous avez fait toutes les deux, qui mêle coaching et psychologie. Et je trouve ça fantastique parce que je trouve qu'en France, on a tendance à trop séparer les deux, alors qu'en fait, c'est génial d'allier les deux, quoi. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ou est-ce que tu veux préciser quelque chose? Dis-moi. Eh ben non, écoute, ça me semble pas mal du tout, tu as bien bossé, effectivement. Bon, ça va, je fais bien mon taf. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je te disais, ce podcast potentiel, il est là non pas pour en fait nier les difficultés qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir face aux atypies. Elles sont là, on le sait, mais surtout pour se dire, bon, ok, maintenant qu'elles sont là, on en fait quoi? En fait, concrètement, il faut bien qu'on avance avec. Et là, tu vois, je suis moi-même maman de 4 enfants atypiques. Parfois, c'est dur. Déjà, c'est dur d'être parent. Mais en plus, face aux atypies, il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de difficultés. Et il y a quelque chose qui revient souvent dans les accompagnements que je fais ou tu vois sur les réseaux sociaux, la question de l'accompagnement des émotions. À un niveau, des fois, où on se dit, mais l'intensité et la fréquence, eh bien, il y a beaucoup de parents qui se disent, mais est-ce que c'est normal en fait? Et ça déclenche beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, autant chez le parent comme chez l'enfant, parce que ça se relie l'un et l'autre. Des vases communicants? Exactement. Et j'aimerais donc développer ce sujet avec toi aujourd'hui. Et pour commencer, déjà, est-ce que tu peux nous dire concrètement, pour ceux où c'est un peu flou, la différence entre angoisse, anxiété et stress? J'ai l'impression qu'on utilise un peu tous ces termes pour dire la même chose. Exactement, souvent, enfin, dans le langage courant, on utilise l'un ou l'autre, mais en fait, dans la sémantique, c'est bien différent. Le stress, on va parler vraiment d'un état ponctuel avec une intensité, on va dire, faible à modérée. Mm. Ça, c'est le coup de stress, par exemple, je vais à l'école, j'ai ma poésie à réciter le matin. Voilà, j'ai la boule au ventre, le coup de stress avant d'arriver à l'école. L'angoisse, on va être aussi sur un état ponctuel, malgré des fois ce qu'on pense de l'angoisse. L'angoisse ne dure pas toute la journée. Une angoisse, quand des gens disent je suis angoissé toute la journée, non, c'est pas de l'angoisse. L'angoisse a un début et une fin. C'est d'ailleurs ce qui aide hein, quand on est en une crise d'angoisse, c'est se dire que ça va s'arrêter. L'angoisse s'arrête toujours. Donc l'angoisse est aussi ponctuelle, mais à la différence du stress, là on va être sur une intensité très élevée. Mm. C'est vraiment la différence d'intensité qui fait varier si on est dans le stress ou l'angoisse. Et l'anxiété, par contre là, on est sur quelque chose de chronique et on n'est plus du tout dans le ponctuel. L'anxiété, c'est, tu sais, l'espèce de vieille copine là qui te colle au dos toute la journée. Et puis, par moments, elle prend toute la place. Il y a d'autres moments où elle est un peu plus discrète. Mais en tout cas, elle est toujours là. Mm. Et là, on va être sur une intensité faible à modérée. Dans l'anxiété, on n'est pas sur quelque chose à toute la journée d'un stade très élevé. Donc, c'est ça qui permet de différencier. Et du coup, est-ce que tu dirais que c'est parce qu'il y a des états de stress et d'angoisse en fait récurrents
qu'une anxiété peut se développer? Oui, bah, en fait, voilà, ça va ensemble. Dans le trouble anxieux, voilà, dans le trouble anxieux généralisé, on va avoir des temps, de stress, chronique dans la journée, des pics d'angoisse et puis ça crée un fond d'anxiété parce qu'on a quoi qui arrive? L'anticipation, Mmh. vraiment le gros souci dans l'anxiété qui vient toujours dire: «Attends, là, je vais aller au cinéma, mais et si je fais une crise d'angoisse?» Mmh. Mmh. Voilà, donc tu vois? Et ça crée le fond anxieux. Alors, la question que je pense que tous nos éditeurs vont se poser, c'est est-ce qu'on en guérit de ça? Parce que souvent on entend, est-ce que vous avez un tempérament? Est-ce que vous avez une personnalité à tendance stressée, angoissée? Donc on a l'impression que genre c'est fichu, c'est comme ça, tu verras toujours comme ça. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est considéré comme tel? Non, moi, j'aime pas quand on dit, quand on parle d'une personne anxieuse, Mmh. d'une personnalité anxieuse, alors là, c'est vraiment, vas-y, mets l'étiquette, mets les chaînes et t'en bouges pas. Non, c'est comme je te disais, l'anxiété, quand c'est la vieille copine qui te colle trop, bah, il y a des moments où la copine, elle va prendre un petit peu de distance. Il y a des moments Mmh. de ta vie, elle va être un peu plus là. Mais elle va pas te qualifier. Tu n'es pas que cette, vieille copine qui te colle au basket, tu es tout un tas d'autres choses. Donc si on prend l'anxiété comme un tempérament, comme un trait de caractère, on zappe toutes les autres facettes de la personnalité. Donc non, ça peut être dit comme un fonctionnement, un symptôme, mais c'est pas quelque chose qui qualifie et donc on peut, par des techniques ou en se faisant accompagner si, on a atteint un certain stade et on a besoin d'une aide extérieure, pouvoir réguler cette anxiété, la faire diminuer, voire même ne plus cohabiter avec elle. Donc pour tous les parents qui pourraient, se demander: «Est-ce que mon enfant, sera toujours angoissé, anxieux, aura toujours des pics de stress?» qu'est-ce que tu pourrais leur répondre? Hem Moins on focalise dessus, moins on s'enferme dessus, mieux ça sera. Si un enfant, alors moi très clairement, c'est ce que j'ai entendu toute mon enfance. Elle Mmh. est anxieuse. Elle est Ouais. anxieuse, elle est stressée. Bah à un moment donné, on dit: «Bah, tu es comment?» «Bah, je suis anxieuse». Mais ça fait ça Mmh le mh. truc que tu dis alors que ça n'a aucun sens, que ça résonne pas à l'intérieur, mais tu l'as tellement entendu. Il y a des enfants qui sont plus à l'aise que d'autres pour prendre, la parole devant la classe. Il y a des enfants qui sont plus introvertis, d'autres extravertis, qui ont besoin d'avoir 15 copains, d'autres 1 copain. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais vraiment, tant que l'enfant est bien dans son quotidien, dans sa vie, s'il aime pas réciter des poésies, on va pas se dire: «Ah mais là là, mais dans» moi j'ai détesté réciter des poésies toute ma vie. Ça a été, les exposés, les trucs, l'enfer. Bah, maintenant je donne des formations, je parle avec tout un tas de gens sur les réseaux sociaux, je Mmh. participe à des podcasts. Je dis pas que je suis à l'aise. Avant une formation en présentiel, je suis absolument jamais à l'aise, mais néanmoins, je le fais. J'ai mes techniques pour réguler mon stress sur le moment et je vis le moment présent et je kiffe et j'en redemande et je le refais. Donc voilà, c'est certainement pas une étiquette qui enferme et il faut surtout pas ne voir l'enfant que dans ce prisme-là. Mmh. Il y a tellement d'autres choses, pour le voir. Est-ce que tu dirais, que c'est souvent des enfants qui sont hypersensibles ou est-ce que pour toi, il y a pas de lien entre la haute sensibilité et justement, eh bien, l'état d'anxiété? On va pas retrouver dans les troubles anxieux plus, Mmh. d'hypersensibilité. Par contre, cliniquement, je veux Mmh. dire que les enfants à haute sensibilité, que j'ai pu suivre ont très souvent de l'anxiété associée. On va plutôt le Mmh. prendre comme ça. C'est ça. Pourquoi? Parce que quand dans ta vie, tu intellectualises beaucoup, tu surinvestis beaucoup ta pensée, tu te poses des questions là où d'autres enfants vont pas forcément se les poser, Mmh. donc laisser couler, mais toi tu prends plein cœur, tu analyses, tu fais des liens et cetera. Quand tu as un sensoriel très développé, quand tu captes beaucoup de choses, forcément, avec ta maturité d'enfant, ça amène des stress. Ça semble logique, Mmh. dit comme donc souvent, on trouve une concomitance, mais ce qui est très chouette, c'est que c'est des enfants aussi qui ont un potentiel incroyable, de résilience et de ressources et pour qui tous les outils donc on va dont on va certainement parler, dans le podcast et toutes les approches psychocorporelles fonctionnent tellement, mais tellement bien et ils sont Mmh. tellement réceptifs.
Donc ça, c'est génial. Merci de le dire, merci, merci. Donc déjà, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est pas forcément en lien, c'est-à-dire que il n'y a pas de lien entre l'anxiété et l'hypersensibilité en soi. Cependant, la caractéristique et l'intensité d'introspection, cette capacité effectivement de penser sur les choses, de tout remettre en question, peut générer, chez certains enfants hypersensibles, de l'anxiété. Mmh, OK. c'est ça. Est-ce que tu pourrais me dire, et pour les parents qui s'intéressent à ça et s'interrogent, comment on peut reconnaître les signes de l'anxiété chez nos enfants et qu'est-ce qui est de l'ordre de la norme, donc j'ai l'impression plutôt qu'il est de l'ordre du stress ou de l'angoisse passagère, à vraiment un trouble de l'anxiété qui peut être pathologique, en tout cas problématique? Mmh. Alors, par rapport à ce que je vais lister, dans le trouble anxieux, c'est qu'on va cocher quasi toutes les cases. En Mmh, fait, c'est là-dedans. C'est comme je disais, stresser avant une poésie, c'est ouais. logique. Même stressé avant d'aller à l'anniversaire d'un copain, tu as Mmh, hyper envie d'y aller, mais quand même, il y aura qui, machin, c'est normal. mmh, Par contre, refuser les invitations à aller à un anniversaire d'un copain parce que tu angoisses d'y aller, ne pas pouvoir aller à l'école le matin de la poésie parce que c'est impossible de sortir de la maison, là, c'est différent. ouais. Donc moi, c'est là-dessus où, on va, s'inquiéter pour l'enfant du moment que ça invalide son quotidien et que ça l'empêche de faire des choses dans sa vie d'enfant. OK. Voilà. Si l'enfant, malgré ça, peut aller à l'école, peut aller aux anniversaires des copains, dormir chez des copains, arrive à manger et cetera, Mmh, et arrive à réguler et son stress est passager, OK. Ça vient l'handicaper dans son quotidien, l'empêcher de faire des choses? Non, on va là plutôt aller consulter. Les signes à observer. Premier signe, somatique, le corps. Je disais tout à l'heure, ressentir la boule au ventre, tu vois? On a ces expressions-là, tu vois? mmh, mmh, mmh. Les maux de ventre, c'est les maux de ventre, l'eczéma. On est vraiment sur, vraiment le corps qui parle et au niveau du stress. Le cœur qui s'accélère, le souffle court, des enfants qui peuvent avoir des douleurs articulaires, avoir mal partout et cetera. On va avoir le sommeil perturbé, donc des réveils nocturnes, des difficultés d'endormissement ou des réveils, très matinaux. Mmh. On va avoir les signes, émotionnels, des pleurs fréquents ou des accès de colère. Heu, dans ce côté émotionnel, je vais mettre quelque chose qui moi m'importe beaucoup, c'est le désintérêt pour le jeu. Un enfant qui Mmh. ne joue, moi, c'est un signal d'alarme énorme. Un enfant qui ne joue plus ou qui ne joue pas. C'est vraiment D'accord. quelque Ouais. chose, la santé de l'enfant réside dans le jeu. Mmh. De Mais toute près façon, le de jeu, l'adulte aussi, hein, j'ai envie de dire. Enfin, ça dépend le oui, jeu, mais totalement, hein, le fait de pouvoir, exactement. se C'est la divertir. la la vie quoi, le vivant, Mmh voilà. mh. Donc un enfant qui arrête de jouer et cetera. Avec pareil le repli social. Un Mmh. enfant qui, ne veut plus aller à son sport, ne veut plus aller voir des copains, on lui propose d'en inviter: «Ouais, non, je préfère rester à la maison», qui s'enferme beaucoup, qui est moins dans les échanges et les interactions. Et le dernier signe, ça va être tous les signes, d'insécurité, c'est-à-dire besoin d'être collé aux parents, une peur d'aller vers le monde, une angoisse d'être seul ou les angoisses face au changement. Mmh. Tu avais prévu telle activité, manque de peau, la voiture démarre pas. Et là, c'est cataclysmique. Mmh. Alors attention, j'ai bien pour tous les enfants, ce programme-là, pendant 1 heure, c'est l'enfer pour tous les enfants, mais ça dure pas une journée. Ouais. Voilà. Faut pas s'inquiéter si son enfant, on devait aller à Euro Disney et puis la voiture démarre pas, oui, pendant 1 heure, il peut, c'est la fin du monde et c'est clairement la fin de son monde. Par contre, ça va pas durer 1, 2, 3 jours et ressasser et la voiture, elle a pas Mmh. démarré. Voilà, tu vois? Ça, c'est différent. Hem, est-ce que, là, s'il y a des parents qui nous écoutent, qui sont un petit peu stressés, dire: «Oh là là, je perds ça», tu vois? On va essayer de voilà, peut-être de les soulager. Toi, tu disais tout à l'heure, effectivement, lorsqu'on reconnaît certains signes, il faut pas hésiter effectivement à consulter. La question qu'on me pose souvent, c'est: «Mais qui on va consulter?» Grande question. Mmh. C'est ça. Alors, déjà, moi, je trouve toujours sympa d'interroger, l'école et les enseignants. Mmh mh. Comment les enseignants voient l'enfant? Parce qu'on peut, nous, avoir un enfant qui a la boule au ventre, qui est angoissé d'aller à l'école, la séparation est en pleurs, mais l'enseignant dit, au bout de 5 minutes, Mmh. il ou elle s'éclate, elle a plein de copines, il a plein de copains, machin, il participe en classe et le soir, on le retrouve avec la banane. OK.
on va bien moins s'inquiéter qu'un enseignant qui va nous dire: «Dans la journée, il y a des pics de mou, il y a beaucoup de pleurs, c'est vrai qu'on a dû vous appeler plusieurs fois pour venir le chercher». C'est très différent. Mmh. Donc c'est là, on va se dire, il y a de l'anxiété, enfin du stress normal, ça peut être compliqué. Il y a des enfants pour qui la séparation devant l'école, ça peut être très longtemps compliqué. Mais si l'enseignant dit qu'au bout de 5 minutes, ça roule, on va pas dire qu'on va aller consulter un psy. Par contre, si dans la journée, ça se reproduit encore ou tu sais, dans les moments de changement, il y a la cantine, hop, ça Mmh. repart, la garderie, ça repart et que l'enfant est en grande section, parce que petite section, ça compte pas, tous les parents en petite section. On peut pleurer toute une année de petite section sans que ça soit, inquiétant, mais Merci de l'enfant est préciser, on sait jamais, merci de oui, préciser. c'est pour ça. Et tu vois, moi, je fais partie des parents où j'ai, mes enfants, c'était des grands, enfin, mon premier a énormément pleuré en petite section et c'est Mmh. même sorti de l'école. Mais ça, c'est extrêmement douloureux, hein, pour les parents, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas Ah, rien. C'est c'est terrible terrible. Et de maintenant, j'ai laisser un enfant qui adore l'école et mmh. voilà. Mais bon, c'est pour l'anecdote, hein, on a beau être psy pour enfants, on Oui, peut avoir l'enfant qui pleure le plus de toute la classe totalement. et qui s'enfuit de l'école devant tous les parents. Enfin, c'est génial. Hem Donc, quand, on a l'enseignant qui alerte aussi, on voit qu'il y a des signes très répétés, c'est tous les jours où l'enfant est en difficulté, on n'hésite pas à consulter. Même si, admettons, on va voir un psy, le psy dit: «Écoutez, madame, monsieur, pour moi, tout roule, Mmh. il y a pas d'inquiétude». Bah, c'est pas grave, enfin, on n'a pas embêté le psy à y aller, au moins nous, en tant que parents, on se dit: «Bon, le professionnel m'a dit que c'est pas Mmh. inquiétant, il m'a donné deux trois trucs pour, réguler la situation». Vu que moi, parent, je m'apaise par rapport à l'anxiété de mon enfant, Mmh. je vais voir forcément mon enfant va s'apaiser aussi, vase communicant, la base. Donc donc parler aux enseignants, aller consulter un psychologue. Alors, si on peut, parce que je sais que c'est compliqué de trouver des Mmh. psys, si on peut trouver un psychologue qui est spécialisé dans l'enfant et l'ado, c'est quand même mieux. Comme voilà, moi je préfère conseiller à mes patients, adultes pour un traitement antidépresseur ou anxiolytique d'aller consulter un pédiatre un psychiatre que le médecin traitant. Mmh. Voilà, donc si on peut arriver à trouver quelqu'un qui est spécialisé dans l'enfant-ado, c'est très bien. Si on a une personne qui en plus, a des appétences, des affinités avec tout ce qui est le psychocorporel Mmh. dont tu parlais, si on voit ça sur le site internet, on se dit: «Bingo, c'est pas mal aussi quand mon enfant est anxieux». Il y a aussi tout ce qui est les techniques, de TCC. Donc les Mmh. psychologues moi je suis d'orientation, psychodynamique, donc plus, psychanalytique et intégrative. Donc il y a la technique des TCC, c'est une autre, branche, de la psycho, des thérapies cognitivo-comportementales, qui sont extrêmement efficaces, sur tout ce qui est, troubles anxieux, aussi, voilà, TOC, parce qu'il y a beaucoup d'enfants troubles anxieux, il y a des TOC Mmh. associés et cetera. Donc c'est vraiment extrêmement efficace et on peut avoir aussi, mais alors là, on commence à dans l'entonnoir, c'est de plus en plus compliqué, trouver un psychologue spécialisé dans les enfants et aussi en EMDR enfants. Alors là, Oui. je corse le truc, mais je trouvais ça important de le Ouais. dire, qu'il y a aussi une technique, extrêmement efficace et intéressante, face aux troubles anxieux. Alors si on ne sait pas trouver de psy, moi je dis souvent et tu me diras ce que tu en penses, mais le but est de faire un premier pas vers un professionnel. Même si c'est par exemple le généraliste, ça Mmh, ouvre la voie en fait à ouvrir la parole et mmh. potentiellement à la réorientation de ce professionnel vers quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Mais, est-ce que toi aussi tu proposes des fois ça lorsque la personne ne sait pas du tout vers où aller, vers qui contacter? C'est toujours parfois l'angoisse. Je me dis: «Est-ce qu'il vaut pas mieux des fois, juste pour un premier contact, aller vers quelqu'un de confiance qui pourra nous réorienter possiblement?» C'est ça, si on a son médecin de famille, alors c'est que maintenant il y en a, tu sais, c'est C'est un bien peu enfin moins, il y en a moins. le système médical est compliqué, mais tu sais, tu as ton médecin de famille qui te connaît depuis toujours et l'enfant est rassuré, Mmh, ben, c'est top. Ou des fois, c'est l'enseignant qui est une ouais. figure de référence et on s'assoit autour de la table et on en parle Mmh, et l'enfant se rend compte de: «Ouais, mais on m'a compris, on m'écoute en fait, on entend tout ce que je suis en train de dire, même si c'est par mes symptômes physiques, on entend ce que je dis». Ça fait déjà tellement de bien. carrément. Aussi, moi, ce que je conseille énormément, c'est d'emmener les enfants chez l'ostéopathe. On y D'accord. pense
précisément pour les bébés, si on est Ouais, c'est toutes vrai. sorties de la maternité et on nous dit: «Allez chez l'ostéo» et puis après on n'y va plus. Moi je trouve que même pour les grands, je conseille d'aller au moins une fois par an chez l'ostéopathe. Pourquoi? Parce que tout l'émotionnel et Mmh. notamment aussi, les enfants avec des grandes sensibilités vont prendre beaucoup. C'est des Mmh. enfants qu'on va voir, tu sais, avec les épaules un peu Mmh. relevées, qui contractées et cetera. Donc le corps, marque aussi ces tensions-là et donc venir apaiser, détendre les tensions, détendre le plexus solaire, le ventre et cetera, peut être déjà une grande aide pour notamment tous les signes somatiques de l'anxiété. Donc Mmh. ça, je trouve ça intéressant de l'avoir en tête. Ah, super. Et justement, bah, tu m'offres une superbe passerelle quand on parle de petits outils ou astuces. Tu en as déjà cité plein, mais comme ça, est-ce que là, tu pourrais conseiller, voilà, 2-3 allez, tips aux parents qui nous écouteraient et qui aimeraient, en attendant de trouver peut-être le professionnel, la professionnelle adéquate, ou même eux, parce qu'on peut se sentir très démunis face à des fois des crises d'angoisse des enfants où ça part en intensité émotionnelle très très élevée, soit par peur parce qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'école, soit après un événement, voilà. Comment on peut accueillir l'émotionnel de nos enfants? Est-ce que tu as des petits tips ou outils là à partager en fait? Alors, ce que je vais dire, c'est que quand ça éclate, Mmh, quand on est au pic de l'angoisse, il y a rien à faire. ouais. On est dans le Par rouge, c'est trop tard. C'est comme quand on est au pic de la colère et cetera, là, à part s'asseoir à côté de l'enfant, lui ouvrir les bras s'il a envie d'être touché, s'il a pas Mmh, envie, voilà, c'est dire: «Est-ce que tu as besoin que je te serre dans mes bras?» Juste m'assois à côté de toi, hop, montrer qu'on est là, mais sur le moment, on va pas sortir: «C'est carte émotion, vas-y, une bouteille sensorielle», non. Par bon. contre, tous ces outils-là, on va les utiliser en dehors des pics d'angoisse, notamment dans les moments calmes, Mmh, permettent là au cerveau d'apprendre à se réguler et donc au lieu d'avoir une montagne qui monte comme ça, bah, peut-être qu'elle sera un petit peu moins haute et mmh, donc l'intensité de l'explosion va donc diminuer. C'est comme mmh, ça qu'on mmh, va mmh, mmh, mmh. donc c'est, bon, déjà avoir un accès à l'enfant autour des émotions. Connaître ses émotions, les verbaliser, lui donner de la place à la maison. Donc ça veut dire que les parents vont devoir eux aussi parler de leurs émotions. À chaque fois qu'on consulte, les parents ils me regardent, ils font: «Ah!» Ah! J'étais pas venue pour ça, genre. Ça va pas être très facile. Je dis: «Bah, je m'en doute, c'est pour ça». Donc, si un enfant n'entend jamais son parent mettre un mot sur Mmh, ce qu'il est en train de vivre intérieurement, comment tu veux que l'enfant le fasse pour lui? L'enfant, il est au spectacle de ses parents, hein. L'enfance, c'est ça, hein. J'observe et je prends, je fais pareil ou différemment. Donc, ne serait-ce que dire: «Mais écoute, là, j'ai besoin juste de prendre 5 minutes en rentrant du travail parce que j'ai une journée très stressante. mmh, Je me sens pas très bien, donc là, je suis pas dispo. Je vais boire un verre d'eau, m'asseoir un petit peu. Dans 5 minutes, j'arrive et on parle de ta journée. mmh, Hop, je mets un timer quand ça sonne, mais ce temps-là, moi, j'ai besoin d'être toute seule ou tout seul». mmh, Pareil pour la colère et cetera. En apprenant à faire ça, l'enfant va apprendre aussi, lui, à le faire et à écouter ce qui se passe en lui. Ça, c'est une chose. Pour accompagner l'enfant, on va pas hésiter tout ce qui est imager des émotions pour les tout petits. Livre sur les émotions, on a une chance folle d'avoir une littérature jeunesse absolument incroyable autour des émotions. mmh, Même si on ne sait pas quoi prendre, on va jamais se planter en prenant un livre sur les émotions. Donc aucun souci là-dessus. Pour les tout petits, je conseille plutôt les visages, vraiment les imager des émotions mmh, avec des vrais visages d'enfants. Ça sera beaucoup plus simple qu'un personnage, on va dire, jusqu'à l'entrée en maternelle, on va préférer ça. Tout ce qui est carte émotion, on tape sur Google, carte émotion, on les imprime, enfin c'est gratos. On a, les personnages, c'est super simple et là, c'est juste dire à l'enfant: «Bah tiens, juste le soir, on étale 4-5 cartes sur la table. Chaque membre de la famille va montrer la carte qu'il a ressentie le plus durant la journée» mmh, et en fait, prendre cette habitude de se dire: «Les émotions font partie du quotidien». C'est très simple, mmh. ça peut être, moi ce que j'aime beaucoup, c'est faire des devinettes sur les émotions. C'est-à-dire? Dis-nous? Bah, le parent, par exemple, va décrire et l'enfant devine. Alors, c'est une Hein? émotion où quand on la ressent, on peut avoir l'impression qu'on a du rouge qui vient aux joues, des fois on a les poings qui se ferment, Mmh, les dents serrées, on a envie de crier.
Ah, pas mal! C'est comme Et ça, en fait c'est ludique, toujours dans le côté ludique, en fait. ah bah, toujours, il faut toujours passer par là et après c'est à l'enfant de le faire. Si l'enfant est un peu petit, il peut la mimer. Pas le dire Mmh. avec les mots, mais la mimer et ça, c'est super chouette aussi parce qu'il va devoir Mmh. la ressentir à minima dans le corps pour la Mmh. jouer et là, le cerveau t'envoie des infos géniales parce que l'enfant va ressentir une colère qui est totalement maîtrisée. Mmh. Le cerveau Mmh. entend: «OK, colère mais pas danger». Ouais, ouais, et il va Voilà, l'associer du coup, cette sensation corporelle avec l'émotion qu'il est en train de faire. exactement. Donc ça, c'est absolument top. Donc il y a tout ce côté émotionnel et à côté, on n'oublie pas le côté corporel. Parce qu'une émotion se vit en premier lieu Mmh. dans le corps, pas dans la tête, pas dans le cœur. Moi, j'ai des patients qui me disent: «Dans mon cœur». Je dis: «Oui, mais Ah. j'ai en premier, c'est ton corps et puis ton corps envoie l'information à ton cerveau, Mmh. mais en premier, c'est le corps qui reçoit». Donc si on aborde les émotions avec l'enfant que du côté, on va dire, intellectuel, par les jeux, les livres et cetera, on passe à côté de la moitié du taf qui est le corps. Donc là, c'est des massages. On n'y Mmh pense mh. pas, mais pareil, c'est des choses qu'on fait tellement naturellement avec les bébés et qu'on fait plus avec les Mmh. grands. C'est vrai. Les temps de massage, ça peut être des temps d'automassage, donc on prend des petites balles sensorielles, tu sais, les balles à picot et cetera, que l'enfant peut passer dans ses mains, sous la plante de pied ou on lui fait dans le dos. Et puis on pense à dire à l'enfant: «Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a un endroit où c'est plus agréable? Peut-être un endroit où ça chatouille plus?» Tu vois? S'habituer à se Mmh. dire: «Qu'est-ce que mon corps est en train de ressentir?» S'interroger sur le corps et donc pour ça aussi, j'aime bien tout ce qui est le matériel lesté. Ça, j'ai D'accord. un gros coup de cœur pour ça. Que ça soit les petits personnages lestés, ce qui est pour les épaules, les couvertures ou quoi, juste pour que l'enfant puisse ressentir. Donc on va faire ça sur des temps, notamment sur des temps calmes. Après, il y a des enfants qui vont avoir l'habitude et quand ça va pas, vont le prendre Mmh. naturellement et juste pouvoir en fait, c'est vraiment une aide qui aide à ressentir le corps et ressentir les différentes parties de son corps. Ce que Donc tu c'est veux dire, sur ouais, du coup, je suis pas sûre que le lien soit très clair. Ce que tu veux dire, c'est qu'en aidant l'enfant de ressentir comment est son corps, il aura plus de facilité à détecter l'arrivée d'une émotion dans son corps? c'est ça, parce que si déjà j'apprends à écouter mon corps, les différentes sensations et vraiment, tu sais, mon schéma corporel quoi, ma tête, ce qui se passe, c'est là et cetera. Quand l'émotion va venir, je vais plus pouvoir me dire: «Attends, qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'ai mal dans le ventre. Pourquoi j'ai mal dans le ventre? Bah, je me sens stressée» Mmh. Mmh mh. et en fait, le fait de découper comme ça un peu tes sensations et tes émotions, tu as plus de contrôle dessus, tu en as moins peur. Que quand en fait, tu ressens des choses sans savoir d'où ça vient et ce que c'est beaucoup plus angoissant. Du coup, je fais le lien, puisque je vois que quand même tu connais un petit peu le TDAH, voire un peu beaucoup, avec ces enfants qu'on a parfois du mal à, de par leur hyperactivité, même si c'est pas toujours le cas, peut-être à se poser, à faire justement ces exercices de massage. C'est pas toujours facile avec un enfant TDAH. Est-ce que tu as d'autres outils pour, ces parents qui seraient avec un enfant TDAH? Mmh. Où le rapport de corps est encore différent, le rapport au corps? Bah, le corps a besoin d'être en mouvement. Donc on Mmh. va garder en tête qu'on va chercher ce mouvement. Par exemple, si je reprends les balles sensorielles ou n'importe Mmh. quelle petite balle, on va se lancer la balle avec l'enfant OK. et en parlant de l'émotion. L'enfant, il rentre, il est hyper en Mmh. colère, la journée a été compliquée. OK, on va pas juste parler: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Ouais. Direct une balle ou une peluche, hein, et on se l'envoie. «Allez, raconte-moi» et en fait, le fait de mettre le corps en mouvement en lançant la balle va amener une régulation qui fait que l'enfant va pouvoir plus facilement parler de ce qui s'est passé et apaiser l'émotion par le corps en mouvement. Mmh, top. Je connaissais pas cette astuce, tu vois, de lancer en parlant, et pour autant, c'est quelque chose que tu fais assez naturellement, et tu vois, je le vois un peu plus chez les petits garçons qu'on propose ça que chez les petites filles. Par Mmh. sexisme, hein, du coup, mais c'est vrai que pour les petites filles, on a moins tendance à jouer, à lancer quelque chose, à se lancer quelque chose, tu vois? Je le Et remarque ça, beaucoup. moi, en consultation, ça marche, super bien Ah oui, et ça m'étonne pas. garçons comme filles, quoi, sont, de fait de devoir lancer ça ou même on met un parcours, psychomoteur à la Mmh. maison et puis pendant qu'on fait ça, on discute, on peut dire, «Bah, tiens, là, tu fais un tour de parcours en pensant à une émotion, qui t'a stressé Mmh. et tu as ressenti quoi?» Et hop, en le refaisant plusieurs fois, ça va réguler l'émotion et l'enfant peut sentir: «Bah, ça me stresse moins, je suis moins tendu dans les Mmh. épaules». Mais
par le mouvement, clairement. Mmh. Alors, je suis obligée de poser cette question parce que je suis persuadée qu'il y a des parents qui se la posent en disant: «Mais moi, mon enfant, il ne me parle pas, il veut pas parler, je sais pas s'il y arrive ou il y arrive pas, mais en tout cas, il ne me raconte rien». Ça arrive souvent. Et c'est encore plus angoissant pour le parent. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre à ces parents? D'observer. Mmh. L'enfant, il parle, même si c'est pas avec des mots. Ouais. Moi, ça m'est arrivé que des parents me disent: «Bah, je l'emmène en consultation, mais vous arriverez à rien, il parle pas». Je dis: «Bah, j'ai d'autres manières de le comprendre» et ça va être observer les jeux de son enfant Mmh. et jouer avec lui. Dans le jeu, l'enfant, il vous raconte toute sa vie. Mmh. Il y a Jamais on vous voir à jouer, tu vois, au Playmobil, à jouer à l'école et là, l'enfant, il te met sur un plateau ce qu'il vit, hein. totalement. Il y a des parents, on le voit un peu, les parents ont honte de le dire et pour autant, c'est une vraie problématique. Il y a beaucoup de parents qui ont du mal à jouer avec leurs enfants, pour plein de raisons. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Ne jamais jouer à un jeu qui nous plaît pas. OK. Je déteste jouer aux petites voitures. J'ai 2 garçons. Je ne rêve qu'une chose, c'est de jouer à la poupée, mais j'ai des garçons qui ne sont pas hyper intéressés par les poupées. Les petites voitures, je n'y arrive enfin, ça m'intéresse pas et les Lego, je n'y arrive pas. Alors j'ai des garçons fans de Lego parce que j'ai pas de capacité de vision dans l'espace, donc je Ah n'arrive ouais. vraiment un petit côté dyspraxique. Heu, je n'arrive vraiment pas à faire des Lego. Bah, ils savent. Quand ils «Maman fait des Lego», je dis: «Mais maman, elle sait pas faire des Lego». Donc ils savent, c'est avec papa et papa est Ouais. très doué. Donc par contre, moi je dis: «Mais moi j'adore jouer à la cuisine, à la dinette, aux jeux d'imaginaire», que par contre pour le coup, le papa, c'est pas son truc. Pour les enfants, On est dans les clichés, mais au moins on sait chacun ce qu'il aime et ce qu'il aime pas, quoi. il y en a un, c'est la construction, l'autre l'imaginaire, c'est parfait. Et en fait, c'est tellement dit de manière, tranquille chez nous. Mmh. Nos enfants savent, bah, il y a des jeux qui plaisent pas à papa, pas à maman, enfin, et ça en fait pas un problème. Donc ne jamais mais vraiment, ne vous forcez jamais à faire un jeu que vous aimez pas. Il vaut mieux pas jouer Mmh. que de se forcer à faire un jeu qu'on n'aime pas. Par contre, de chercher, si un parent n'aime pas jouer, mais kiffe cuisiner, bah, qu'il cuisine avec son enfant. Mmh C'est mh. pareil d'avoir fait, 1/2 heure de jeux de société qu'1/2 heure de cuisine. Dans le remplissage, affectif de l'enfant ou la pâtisserie ou du bricolage. Moi, j'ai des papas de patients, ils me disent: «Ouais, mais de toute façon, moi, j'aime rien faire et puis je suis occupée, je refais toute la maison». Bah, faites avec lui et en fait, il découvre que Mmh. l'enfant est hyper intéressé de lui donner les outils. Un gamin qui arrive pas à se poser, mais parce qu'il a cette tâche, ne se met absolument pas en danger et en fait, d'un seul coup, ils découvrent qu'ils peuvent partager ensemble quelque chose de génial, qu'ils ne pensaient pas du tout possible pour l'enfant. Donc si c'est pas du jeu à proprement parler, il y a d'autres manières de jouer, voilà, cuisiner, bricoler, faire du vélo, jardiner, enfin, Mmh forcément mh. le parent trouvera quelque chose, enfin lire, les loisirs trouvera quelque chose pour entrer en relation avec l'enfant, ça je suis convaincue. C'est ça. C'est passer donc c'est des moments de qualité, qu'importe le moment, qu'importe ce qu'on fait comme activité, des moments de qualité pour pouvoir permettre, eh bien, ce lien, cette confiance pour que l'enfant et le parent puissent se parler. Et du coup, je vais faire le pont avec, beh, potentiellement les angoisses du parent, les parents qui, peuvent être en burn-out parental, pour plein de choses parce que notamment, bah, les atypies d'un enfant, c'est aussi très intense, même si c'est pas, directement en lien parce que le burn-out est plus complexe que ça. Quand on n'arrive pas à être disponible mentalement, émotionnellement pour son enfant et pour autant qu'on voit que c'est un enfant qui est angoissé ou qui a de l'anxiété, on culpabilise encore plus. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces parents-là? D'avoir confiance dans leurs enfants qui ont des capacités de résilience incroyables et l'enfant est totalement capable de pouvoir se dire: «Pendant un temps, je sens que mon parent est pas dispo». En mettant des mots dessus, en expliquant: «Là, pour maman, pour papa, en ce moment, c'est compliqué. Peut-être que Mmh. tu me sens comme ci, comme ça. C'est pas de ta faute. L'enfant a juste besoin de savoir ça et maman ou papa prend soin d'elle, il y a un médecin qui l'accompagne. OK, l'enfant, c'est pas de ma faute et j'ai pas à m'en occuper. Maman, papa est pris en charge». Mmh. L'enfant a rien de plus. Et après, quand ça ira mieux, le lien, il va se retrouver et c'est tout ça l'important. C'est pas tant que pendant une période, ça a été compliqué et le parent a moins pu être présent et là. L'important, c'est surtout le moment où on va se retrouver et que l'enfant sente aussi que
Il y a d'autres personnes dans sa sphère sur qui il peut se reposer. Peut-être que là, papa, pour l'instant, c'est compliqué, mais maman, elle est là, ou il y a mamie, j'ai mes tantes et cetera, et puis ça peut tourner et c'est hyper étayant pour l'enfant de voir qu'il a aussi plusieurs modèles de référence et qu'il n'a pas une personne comme un phare sur qui se fixer. Non, j'ai différentes personnes qui m'apportent différentes choses selon mes besoins. Ça, c'est top. C'est hyper important ce que tu dis là, parce que on a beaucoup de parents et notamment les femmes qui culpabilisent très, très vite de passer le relais en fait, de demander Mmh. de l'aide. Elles ont la sensation que et la société amène cette idée que: «J'ai voulu être mère, j'assume jusqu'au bout», quitte à vraiment sombrer, totalement. C'est ça. Alors que c'est tellement, important pour nos enfants de leur montrer qu'on n'y arrive pas sur tous les fronts, ça veut dire qu'eux n'ont pas à le faire non plus. Totalement. En me montrant pas, superwoman qui arrive à tout, qui dort pas, qui est au boulot, qui gère la maison, qui fait les sorties scolaires, les goûters maison, machin, Mmh. mon enfant, je lui enlève juste de la pression de se dire: «Bah, j'ai pas à être parfait non plus en fait». C'est Bah, ça. voilà, enfin, il y a que ça qui compte, quoi. Ouais, c'est très, très bien dit, cette autorisation à l'imperfection en fait. C'est Totalement. ça. Cependant, il y a quand même cette culpabilité et puis j'ai beaucoup de parents qui me disent: «Mais de toute façon, les chiens font pas des chats, je suis quelqu'un de d'angoissé, donc mon enfant malheureusement le sera aussi». Mmh Vrai ou mh. pas vrai? Non. Non, totalement faux, enfin totalement faux. Effectivement, les chiens font pas des chats. Ça, je suis d'accord, totalement d'accord avec ça. L'enfant, c'est, Winnicott, qui est un psychanalyste que dont j'affectionne beaucoup le travail, c'est un bébé tout seul n'existe pas. C'est très juste, un bébé tout seul n'existe pas, un enfant tout seul n'existe pas. L'enfant, il existe dans son environnement familial. Donc forcément, ce que vivent mes parents, comment fonctionnent mes parents, comment fonctionne notre système, a une incidence sur moi. On va pas se on Donc si j'ai des parents extrêmement stressés, je donne un exemple, si je fais du vélo avec papa et que sans cesse papa me dit: «Attention, attention, le trottoir, attention, attention, le trottoir, machin», Mmh. du coup, dans les 5 minutes, je vais me viander. Mmh. Parce que je me dis: «Si mon père est angoissé, c'est qu'il y a du danger, je risque quelque chose, je vais me cramponner sur mon vélo et là, je risque effectivement de pas être détendue et de tomber». Donc là-dessus, effectivement, ça joue. C'est plus sur ce bain environnant dans lequel est l'enfant. Par contre, strictement comment fonctionne le parent qui fait que par une génétique, l'enfant sera comme ça, non. Mmh. Donc si je suis un parent angoissé, mais que je travaille sur mon angoisse, que si admettons je suis conscient, moi en tant que papa, emmener mes enfants faire du vélo, ça ne m'est pas possible. Peut-être qu'enfant, je me suis cassé une clavicule, je suis très anxieux, je ne sais pas faire du vélo. Eh ben, je ne serai pas un papa qui emmène mes enfants en vélo, je laisse maman le faire, ou le tonton, le grand-père, qui on veut. En faisant ça, par contre là, je vais pas projeter mes angoisses sur l'enfant, je garde mes angoisses à moi, je les régule et l'enfant, il fait sa vie en dehors de mes angoisses. Et du coup, est-ce que les astuces que tu nous as proposées pour les enfants, alors c'est vrai que tu as fait le pont avec les parents, mais est-ce qu'on peut utiliser les mêmes pour les parents? Ou est-ce qu'il y a des différences à prendre en considération pour nous-mêmes accompagner nos propres angoisses de parents? Alors, partager ces temps-là avec l'enfant, je trouve ça chouette, parce que déjà, c'est des moments de qualité qu'on passe et ça fait du bien à tout le monde. Ce qui est intéressant de rajouter pour les parents et pour les enfants aussi, et même à vivre ça ensemble, c'est tout ce qui est les techniques de respiration. Mmh. Respiration, yoga aussi, et tu vois, avoir le réflexe, si je suis un parent qui est quand même soumis à beaucoup d'anxiété, le réflexe de me faire des pauses dans ma journée, ne serait-ce que pour respirer par le ventre, ou faire de la cohérence cardiaque, ou trouver le type de respiration qui me convient, la respiration carrée, enfin, il y en a des tas, on les essaye, on voit ce qui me convient, et je prends l'habitude d'une routine dans ma journée où je mets ces moments-là de respiration ou de visualisation positive, et par contre, voilà, je me crée ces temps-là pour réguler mon anxiété sur le fond et donc, bah, aussi le soir ou le week-end, être plus disponible pour mon enfant et moins une boule de stress.
OK. Bon, tu as été super généreuse en informations. C'est vrai qu'on voit bien que tu maîtrises super bien le sujet et je suis persuadée que d'ailleurs nos auditeurs vont me demander, est-ce que toi tu proposes des consultations, ou non? Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment tu proposes davantage des accompagnements en ligne? Qu'est-ce que tu proposes si les gens veulent te contacter? Parce que là, ils se sont dit: «Mais il faut absolument que je voie avec Marine si je suis concernée». Voilà, alors, là, je vais pas me faire des copains. Non, je suis pas en possibilité de prendre, personne. Ça fait déjà bien 2 ans que j'arrive plus à prendre Mmh. de nouveaux patients. Par contre, je suis très généreuse sur mon compte Insta où C'est vrai. quasi tous les jours je donne, voilà, moi ça fait 12 ans que je suis en exercice et 12 ans que je suis absolument passionnée par l'enfant, passionnée par les émotions, hem et puis, les atypies, mais parce que voilà, je connais aussi. Heu, c'est pas pour rien qu'on travaille avec des enfants atypiques, hein, C'est ça. forcément. Donc voilà, sur mon compte Insta, j'essaye de donner un maximum de ressources. Je travaille à des projets, mais ça prend du temps, d'accompagnement pour les parents, et par contre, pour l'instant, mes ateliers qui sont dispo, c'est les accompagnements, des professionnels. Quand tu parlais Mmh. de la formation du TDAH et j'en ai tout un tas d'autres. C'est vraiment pour transmettre aux professionnels, psychologues, thérapeutes ou tout professionnel qui accompagne l'enfant, mes outils, mes Mmh. expertises, justement, bah, pour, donner aussi le relais et puis faire rayonner ces outils et qu'il y ait un maximum de pros pour accompagner les parents. Ah super, stop et c'est vrai, hein, il faut pas hésiter à aller sur son compte. Moi, je t'ai découverte comme ça et j'ai adoré et bon, je plus sois tout ce que tu dis, mais je connais la qualité de ton travail et c'est fait avec beaucoup, beaucoup de générosité et merci pour ça, parce que ça se sent. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Ouais. Écoute, merci beaucoup. J'ai juste envie, de te demander, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de rajouter, dont, bah, j'aurais oublié de te poser la question et que tu trouves que c'est assez pertinent pour le rajouter? Je voudrais juste rajouter de ne pas avoir peur des émotions de ses enfants et des siennes, aussi intenses soient-elles. Mmh, 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 mmh. Et l'émotion ne va ou l'intensité de l'émotion, même l'intensité d'une angoisse, ne va pas abîmer l'enfant, ne va pas tuer qui que ce soit. On a les capacités de la surpasser, de la réguler. Elle vient aussi nous donner plein d'infos sur soi, sur ce qu'on vit. Donc moins on en a peur et mieux on va pouvoir vivre avec le temps où elle a besoin de nous accompagner. Carrément, carrément et je te pose une dernière question que j'aime bien poser de temps en temps, c'est, parce que tu en as un petit peu parlé au début, donc je vais, tu vois, fermer la boucle là-dessus. Pour toi, les atypies, si elles devaient être un super pouvoir, un super potentiel, ça serait quoi? La capacité d'adaptation. Mmh, pas faux. Mmh mh. C'est le premier truc qui me vient. J'ai vraiment une confiance, mais dingue dans mes patients, enfin, parce que je parle des enfants que je connais, mais hem, je sais quand je les reçois, même dans les difficultés dans lesquelles ils sont, je sais qu'on va pouvoir bosser, qui ont des capacités de résilience incroyables et de pouvoir, transformer leurs difficultés en réel atout. Mmh. Même s'il peut rester des choses compliquées, mais en tout cas, enfin, vraiment, ils vont faire quelque chose, ils arrivent ils connaissent tellement bien le monde, après ils arrivent à se connaître et cetera pour s'adapter dans les situations, savoir là où c'est OK pour eux, là où ça ne l'est pas et se positionner en tant que tels. Donc vraiment, pour moi, j'ai aucune inquiétude, en fait, pour ces patients. Merci Marine. On va finir là-dessus, c'est parfait parce que je pense que ça va rassurer beaucoup, beaucoup de parents. Donc merci à toi. Merci pour toutes les informations que tu nous as données qui sont très précieuses et puis n'hésitez pas, voilà, à aller sur son compte. En barre d'infos, il y a tous les liens et encore une fois, merci beaucoup Marine. Bah, merci 1000 fois, Élodie. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!